Bienvenue dans le Broadcast. Aujourd'hui, on va grimper, au sens propre comme au sens figuré. Un métier au quotidien fait d'efforts physiques, de savoir-faire artisanal et d'un lien fort avec les matériaux et les éléments naturels. Pour ça, je reçois Geoffrey, qui après un parcours universitaire en géologie, un stage au Congo et un passage par l'enseignement, a tout plaqué pour devenir charpentier-couvreur. Salut Jojo, comment ça va ? Bonjour Christophe, ça va très bien, et toi ? Très bien. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours de l'école au toit ? Ben voilà, donc moi j'ai 34 ans, dans 2 jours j'aurai 35 ans. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc en secondaire, j'ai été au collège Saint-Joseph de Chimay. Pendant mes 4 premières années, j'étais en option latin. Et voilà, après, je vous avoue que le latin, c'était plus trop mon truc après 4 ans. Moi, j'étais plus sciences, maths, voilà, la chimie, ça me plaisait bien, surtout la physique, etc. Donc j'ai décidé d'aller en option maths-sciences. Après mes 2 années de maths-sciences, voilà, j'ai dû réfléchir un peu à ce que j'allais faire par après. La grande question que tout le monde se pose. La question. Voilà. Moi, j'étais attiré par la géologie, voilà. Du coup, j'ai fait mes études de géologie à l'Université libre de Bruxelles en 6 ans. Normalement, c'est 5 ans, mais j'ai raté ma deuxième, du coup, j'ai refait une deuxième. Après ça, voilà, c'était un peu rechercher un peu du boulot, c'était pas évident. Donc j'ai été au Forum, on m'a proposé de faire une formation. Donc j'ai fait aussi une formation au responsable environnement. Ah. Ouais, un truc en plus. Bon, après c'était pas le grand kiff, je veux dire, voilà, j'ai fait des stages dans une entreprise, dans une carrière justement aussi. Ouais. Mais c'était pas le kiff, quoi. Moi, ça a jamais été mon grand kiff d'être devant un ordinateur toute la journée. J'avais déjà envie de grand air et de liberté, quoi. Après ça, donc ma compagne, on lui a proposé un emploi d'enseignant. Et donc, c'est à ce moment-là, on a réfléchi un peu à deux. On s'est dit, ce serait bien que je fasse l'agrégation aussi. Comme ça, j'ai une corde en plus à mon arc. Et donc là, à ce moment-là, j'ai fait 1 an d'agrégation à l'UMONS. Oui. Donc on était installé à Mons. Et là, c'était donc pour donner cours de sciences, quoi, chimie, physique et biologie. Et en fait, en parallèle de mes études de géologie, j'étais déjà en train de travailler un peu dans le bâtiment, on va dire en job étudiant. Voilà, donc après mon agrégation, l'indépendant avec qui je travaillais, justement, m'a proposé de devenir aussi indépendant. Oui. Et voilà, donc je me suis lancé dans le boulot d'indépendant. Et voilà, et après, voilà, on pourra discuter de la suite, mais c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu indépendant. Donc je suis indépendant depuis 2016. 2016. Ah, ok. Alors en amont, tu m'as dit que tu rêvais de devenir vulcanologue. C'est pas tous les jours qu'on entend ça ? Non, c'est vrai que voilà, c'est toujours un rêve qui m'a traversé l'esprit. Je regardais les documentaires, c'est grandiose. Je sais pas si, voilà, j'imagine que vous avez déjà vu aussi les documentaires des volcans en éruption et des vulcanologues qui vont en combinaison thermique aller chercher du magma à même la lave en fusion, quoi. Ouais. Moi, j'ai dit, il faut que je fasse ça, c'est trop impressionnant, je veux être là, quoi. Et c'est vrai que c'est incroyable, la puissance de la Terre et cette activité, quoi. Du coup, c'est ça qui m'a décidé de faire géologue, donc la géologie, pour après faire la vulcanologie, qu'au final, je n'ai pas fait, voilà. Parce que voilà, la vie a fait que, voilà. Et mais franchement, je suis heureux d'avoir fait la géologie malgré tout, hein. Ça m'a apporté énormément de choses. On en parlera aussi plus tard, c'est très intéressant, quoi. Alors pendant tes études, tu as fait un stage d'1 mois en République démocratique du Congo, au Katanga donc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expérience-là ? Donc ce stage, c'était un stage d'1 mois, donc comme tu viens de le dire, et c'était en lien avec mon mémoire. En fait, j'allais au Congo, donc en République démocratique du Congo, pour aller chercher les échantillons qui étaient nécessaires à la réalisation de mon mémoire, en fait. Du coup, je suis arrivé là-bas, c'est forcément un peu un choc, quoi. C'est pas du tout la même chose qu'ici. C'est quand même beaucoup plus pauvre, hein. Il faut dire ce qui est, c'est beaucoup plus pauvre. Et les inégalités sont beaucoup plus fortes aussi.
Ben, moi, j'étais accompagné principalement par un maître de stage là-bas. Donc, j'avais mon maître de stage en Belgique Oui. et j'avais également un maître de stage donc, qui est congolaise et qui m'accompagnait donc, au Congo. Et elle avait, voilà, pour dire, voilà, elle avait une villa avec une piscine et 5 voitures. Et à côté de ça, tu passais dans des villages où les gens, ils habitaient dans des huttes et ils faisaient du charbon de bois pour survivre, quoi. Donc, voilà, ça c'est pour parler de ce qui m'a choqué d'un point de vue social et inégalité. Mais voilà, après, pour moi, c'est quand même c'est un très bon souvenir. J'ai rencontré des gens vraiment merveilleux là-bas, dont un ami Patient. C'est vrai que là-bas, ils ont des prénoms assez sympas, quoi. Oui. Donc, Patient, avec qui j'ai noué des liens sympas. On est même sortis en discothèque, etc. C'était vraiment sympa. J'ai aussi rencontré un géologue là, de Ludovic, qui aussi était vraiment un gars super sympa, qui m'a invité chez lui, qui s'est très très bien occupé de moi. Oui, j'ai fait vraiment des belles rencontres, très belles rencontres humaines. Oui. Et puis là, le stage, c'était vraiment beaucoup aller donc dans la carrière sur laquelle j'allais faire mon mémoire par après. Oui. Donc j'ai sillonné la carrière et j'ai essayé d'avoir un maximum d'échantillons donc de roches de toute cette carrière Oui. pour après, moi, pouvoir faire mon mémoire. Donc qui allait vraiment être analyser ces roches-là pour en tirer quelque chose. Après, je sais pas si à mon avis, c'est pas nécessaire de rentrer dans les détails, mais... Bon, ça doit être impressionnant quand même de se retrouver au milieu d'une carrière ainsi, vraiment au cœur de la carrière, je vais dire. À fond, les carrières, c'est impressionnant. Hein. C'est des énormes trous voilà, creusés pour essayer d'avoir un maximum de minerais. Et là, c'est une carrière spécifiquement qui est riche en cuivre et en cobalt. Oui. Et donc, voilà, ils extraient ça donc, pour nous, après, pouvoir avoir du cuivre et du cobalt. De toute façon, le cuivre est très utilisé dans tout ce qui est câble électrique, etc. Oui, tout à fait. Le cobalt, c'est aussi dans ce type d'application. Ouais, c'est impressionnant et à la fois, tu te sens bien dans une carrière, je sais pas. Moi, j'ai toujours adoré les cailloux, donc c'est comme quand t'es enfant et que tu vois, tu récoltes un maximum de cailloux. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'image de vraiment l'énorme trou avec des machines qui font 20 mètres de haut. Allez, j'exagère peut-être. Mais... Ben, c'est le cas, c'est vrai que tu as les gros camions comme on peut avoir quand on est petit, mais en mode énorme, avec Ouais. des roues énormes. Ouais, clairement, c'est ça. Hein, c'est ça, parce qu'il faut charger, je veux dire, tu as des pelleteuses énormes qui vont aller qui vont aller gratter le minerai, qui chargent les camions. Et puis ces camions-là, ils vont donc à l'extraction, parce qu'une fois que tu as la roche qui est brute, mais voilà, il y a une partie de cuivre et de cobalt qui est dans la roche, mais elle est sous forme minérale. Donc à partir de là, il faut extraire le métal, Oui. tu vois. Donc il faut faire une extraction. Et ça, c'est des processus qui malheureusement sont très très polluants dans tout type d'extraction. Hein. C'est ça aussi qui est problématique, malheureusement. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais voilà, tous les métaux qu'on peut utiliser, c'est très très polluant. Mais voilà. Après, c'est compliqué de s'en passer hein, à l'heure actuelle. Malheureusement, oui. Alors, tu as aussi testé l'enseignement, notamment à Ath pour un stage et à Scarbeck, donc. C'était comment ce passage devant une classe? Est-ce que ça a joué un rôle dans ton changement de voie ensuite? Ben donc, du coup, moi, pendant l'agrégation, j'ai dû faire des stages. Hein, forcément, ça paraît logique, mais il faut quand même prouver qu'on peut donner cours devant une classe. Donc, j'ai fait un stage au Collège Saint-Julien à Ath, Ouais. où là, tout s'est très bien passé. Mais là, j'étais accompagné aussi de maîtres de stage. Donc, à chaque fois, le professeur qui devait donner cours, moi, je donnais cours à sa place. Et lui était là pour regarder et voir si tout se passait bien. Ouais. Et puis, par après, pour aussi donner une cotation, quoi. Et là, j'avoue que tout s'est très bien passé. Franchement, je me sentais très bien. J'avais que des... Voilà, les profs étaient contents de moi. Donc, franchement, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est aussi des élèves qui... assez privilégiés, on va dire, qui sont très respectueux des profs, qui ne manquent pas de respect, voilà.
c'est pas la même chose. À part ça, tu vois, j'ai été aussi, j'ai fait, là, c'était pas un stage, mais c'était vraiment un remplacement à Scarbeck. Et là, c'était un autre monde. J'arrivais pas du tout à gérer les classes. J'étais, donc je devais faire la navette de Scarbeck à Mons à ce moment-là. Ouais. Je te dis, quand je repartais de l'école, après, sur le quai, j'avais envie de pleurer. J'avais la tête comme un seau. J'arrivais pas du tout à gérer les classes, quoi. Ouais. Ils me balançaient des gommes, des trucs comme ça. Le métier de prof, c'est vraiment un métier difficile, quoi. Il faut s'en rendre compte. Et Tout à fait. c'est incroyable, quoi. Il faut gérer une classe, déjà, c'est tout un boulot. Et puis après, ça dépend aussi les élèves, comment ils peuvent être. C'est vraiment pas simple. Et je t'avoue que cette expérience m'a vachement refroidi pour être prof, quoi, pour la suite. Hein. C'est clair que là, je me suis dit, waouh, dans quoi je m'engouffre, je crois que c'est pas fait pour moi. Après, voilà, je ne dis pas que plus tard, peut-être, voilà, pour moi, jamais aucune porte n'est fermée, tu vois, voilà. Faut se laisser aussi porter, voir un peu les possibilités, etc. Mais pour l'instant, c'est clair que je suis bien dans le boulot en indépendant Ouais. et que ça me convient très bien pour l'instant. Alors, comme tu l'as dit, donc, tu es couvreur et indépendant depuis 2016. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers un métier manuel? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? Bah à la base, comme je t'ai dit, c'était pendant mes études. C'est en job d'été que j'ai commencé. Hein. Oui. Avant ça, j'avais jamais touché à un outil. J'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vraiment petit à petit où j'ai découvert le métier manuel et cette satisfaction aussi du travail bien fait, puis la satisfaction aussi de faire un travail, de le voir tout de suite, c'est l'aspect concret quoi, qui Ouais, m'a ouais. vraiment intéressé et qui m'a dit waouh, au moins on fait quelque chose, on le voit tout de suite. Après, les clients sont contents, ils vont te dire merci, etc. C'est quand même très, très agréable. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure aussi, aller travailler différents matériaux, travailler le bois, travailler la tôle, le zinc, Ouais. vraiment énormément de choses. Donc, donc après ça, après le job d'été, donc je l'ai déjà dit auparavant, donc je suis devenu indépendant. Parce que l'indépendant à qui je travaillais à la base m'a demandé de devenir indépendant. Donc là, à cette époque-là, je faisais un peu donc la construction générale, on faisait de tout. Et après, à un moment, voilà, d'un point de vue humain, avec cet indépendant-là, ça n'a plus fonctionné. Et ça n'a plus fonctionné. Du coup, j'ai rencontré un charpentier couvreur d'expérience Ouais. qui m'a proposé de travailler avec lui. Et là, ça a été un autre monde et une joie et une peur aussi parce que c'est quand même impressionnant d'aller travailler sur les toits. Voilà. Quand tu commences à aller travailler sur les toits, il faut être habitué. C'est un autre monde, quoi. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est physique, mais après, voilà, c'est un cadeau, quoi. T'es au-dessus du toit, t'as des vues magnifiques, c'est incroyable, quoi. Et puis, comme je te le disais aussi, là, quand tu fais bien ton travail, etc., t'as une satisfaction, les clients sont satisfaits, c'est vraiment une joie, quoi, de pouvoir satisfaire les clients et de faire du bon travail qui va durer dans le temps. Voilà, c'est très agréable, quoi. Ouais, même pour soi-même, c'est gratifiant aussi. Ah ouais, oui, moi je pense que le travail bien fait, tu le fais d'abord pour toi-même. Si tu le fais, voilà, c'est un peu le côté perfectionniste. Ouais. Faut pas l'être trop, parce qu'à un moment donné, il faut aussi gagner de l'argent et malgré tout, sinon tu perds de l'argent. Ouais. Mais il faut un minimum de perfectionnisme et oui, comme tu dis, de satisfaction envers son propre travail. Et si déjà tu as ça, ben après le client forcément, lui, va trouver que c'est magnifique, quoi, voilà. Alors, tu n'as pas suivi de formation classique. Tout s'est fait sur le terrain, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet apprentissage sur le tas? Et est-ce que ça a été difficile au début? Bah, d'abord, je voudrais spécifier que moi, j'ai pas les accès charpente couverture. Donc, je sous-traite beaucoup pour d'autres indépendants qui, Ouais. eux, ont les accès. Donc, grâce à eux, donc, je peux travailler dans ce domaine-là, mais je travaille tous les jours en charpente et couverture. Et comme tu l'as dit, j'ai appris sur le tas. Voilà, j'ai pas fait de formation. C'est une chance aussi
d'avoir été entouré d'indépendants qui m'ont appris en fait leur expérience. Ouais. Quoi. C'est ça. Là, je suis avec un indépendant qui me fait confiance, qui a énormément d'expérience, voilà, c'est vraiment une chance que j'ai. Mais voilà, après, c'est beaucoup de temps, d'apprentissage. Ça fait, allez, là, ça fait depuis 2016 que je suis indépendant, donc ça va faire quasi 9 ans. Et j'ai appris déjà énormément de choses, mais on apprend tous les jours. Hein. Voilà, en fait, on s'arrête jamais d'apprendre, et c'est ça qui est beau. Et voilà. Mm. Après, j'ai peut-être pas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais. Non, si, tout à fait, si. Si. Et alors, quand on est donc couvreur charpentier, ça ressemble à quoi une journée de boulot type? Qu'est-ce qu'on fait du matin au soir? Ben, typiquement, nous, on peut faire. Principalement, on fait 2 types de chantiers. Voilà. Soit on va refaire toute la charpente et toute la couverture. Oui. Donc là, la première étape, toujours, de toute façon, toujours la première étape, c'est de mettre un échafaudage pour notre sécurité quand même. Voilà, c'est quand même beaucoup plus confortable, et voilà. Et Ouais. pour la sécurité, c'est quand même le minimum. Et après ça, du coup, il faut enlever la couverture. Donc la couverture, on parle soit d'ardoise naturelle, d'ardoise artificielle, de tôle, de zinc, d'ondulé, voilà, amiante ou non amiante. Tu vois, il y a énormément de diversité de couvertures. Une fois qu'on a enlevé ça, ben, là, il faut enlever la charpente, donc les chevrons, la faîtière, la sablière, les pannes ventrières, il faut tout enlever. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut tout reconstruire. Voilà. Et en fonction des envies du client, on peut apporter des modifications. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait beaucoup, c'est mettre des bois où on intègre l'isolation entre les bois. Oui. Donc voilà, c'est un autre type de charpente. Donc là, voilà, on remet les bois, on remet les sablières, on remet les faîtières, on va remettre des chevrons pour recréer une nouvelle charpente. On va dire qu'elle est déjà plus moderne, vu que, comme je t'ai dit, on intègre l'isolant, qui, voilà, à l'heure actuelle, qui est très important. Hein. Les maisons isolées, c'est quand même le minimum pour l'économie et l'écologie. Et après ça, ben, la première étape, une fois qu'on a mis les chevrons, ça, c'est l'étape que le couvreur veut. Voilà. Pour lui, une fois que cette étape-là est faite, il faut mettre la sous-toiture. Quoi. Une fois que la sous-toiture est mise, on est déjà beaucoup plus détendu. C'est déjà plus relax. Ah ouais, parce que ça, c'est toujours le moment de stress. Hein. Quand tu découvres, il faut vraiment la période où il fait sec. Ouais. Parce que sinon, c'est un peu catastrophique. Quoi. La maison est ouverte, le toit est ouvert, et s'il pleut, c'est pas top. Quoi. Mais tu vas t'adapter énormément vraiment à la météo de Ah jour oui, en jour. oui, énormément. Oui. Il faut. Je veux dire, on va pas se lancer on va pas se lancer à découvrir le toit si ils annoncent une semaine de pluie. On fait autre chose. Quoi. Ouais. On va plus faire des réparations oui, mais pas de découverture, quoi. Ouais. Et là, oui, comme je te dis, une fois que la toiture est mise, là, on est déjà beaucoup plus serein. Donc, on met la toiture, on met les contre-lattes. Donc, c'est les lattes qui viennent sur les chevrons. Et puis ensuite, fonction de la couverture qu'on va mettre, on va mettre des lattes à espacement, voilà, calculées en fonction de la couverture qu'on va mettre. Bon, il faut mettre les gouttières aussi avant, hein, ça j'avais oublié, forcément, pour récupérer les eaux. C'est bien aussi. Mais après, on fait aussi des chantiers où, par exemple, on ne remplace pas du tout la charpente, on garde la charpente, Ouais. et on remplace que la couverture, tu vois, il y a plein de types différents. On fait aussi on va dire des bâtiments qui sont plus agricoles, où là, on va mettre des tôles isolées, des tôles qui ne sont pas isolées, tu vois. Là, récemment, on a fait un toit en zinc joint debout, qui est encore une autre technique qui est aussi sympa, franchement, à faire. Ouais, c'est ça, et c'est un métier qui est très, très diversifié, en fait. Et puis, je peux parler aussi des réparations, quoi, voilà. Il y a des toits qui sont des toits anciens. Malheureusement, le client, ça coûte quand même beaucoup d'argent de refaire un toit. Et donc, malheureusement, des fois, les clients ne peuvent ne faire qu'une réparation. Ouais. Et là, il faut aller sur le toit, mettre des échelles de toit, aller remplacer les ardoises qui ont bougé, qui sont cassées. On fait aussi des tubages de cheminée, tu vois, il y a vraiment... Ouais, une journée n'est pas l'autre, c'est vraiment... Ah non, c'est très, très, très diversifié, quoi. Après, oui, il faut aimer l'extérieur, faut
faut aimer, faut être quand même un peu en forme physiquement parce qu'on monte beaucoup à l'échelle. On va être sur le toit, il faut quand même être bien sur ses appuis. Voilà, faut être en forme Bah, un même, petit peu. ouais, même résistant au froid, je dirais. Enfin, t'as vraiment l'image du couvreur charpentier ou ardoisier sur le toit en plein soleil, torse nu tout bronzé. Mais bon, t'as la partie aussi hiver, je suppose. Ah ouais, oui, l'hiver, c'est... Oui, oui. Ben moi, je préfère la chaleur. Ouais. Franchement, l'hiver, c'est le... Et puis, pour moi, c'est même le plus dangereux, quoi. Parce que, voilà, on travaille, s'il a gelé ou quoi, c'est beaucoup plus glissant. Le froid, les mains, le pire, c'est les mains. Mm. Parce qu'on met des gants, tu vois, hiver, avec une moumoute à l'intérieur. Non, mais tu rigoles, ben, sans ça, c'est impossible de travailler, Ouais, quoi. tout à fait. C'est... Ouais, le froid, c'est... Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles, c'est le froid, quoi. Mm. Ouais, on travaille. Dire t'es indépendant, tu peux pas dire, allez, il fait mauvais, intempérie, on travaille pas. Quand t'es indépendant, si tu travailles pas, ben, Y a t'as pas pas de d'argent. rentrée d'argent. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, t'hésites moins à aller travailler. La question, elle est vite répondue. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un chantier ou une anecdote qui t'a particulièrement marqué depuis que tu fais ce métier? Ah ben, je vais penser une anecdote justement par rapport au fait que pour le charpentier couvreur, le moment où, tu vois, où il se détend, c'est quand la sous-toiture est mise. Ouais. Mais malheureusement, dans certains cas, eh ben, on n'a pas eu le temps de mettre la sous-toiture que la grosse drache arrive, quoi. On a eu un chantier comme ça, on avait découvert un tiers du toit. Là, on faisait une charpente assez spécifique, c'est une charpente métallique, pour éviter qu'il y ait des fermes qui viennent gêner le passage. Tu vois. Donc tout était ouvert en charpente métallique. Et là, on faisait un tiers du toit à la fois. Mais malheureusement, voilà, on avait découvert un tiers du toit et il y a une grosse drache qui arrivait locale. Ouais. C'était la folie. Donc on était en mode... même les clients étaient avec nous, on tenait la bâche. C'était incroyable, quoi. Une drache de fou. Et voilà, malheureusement, il y a eu des dégâts dans la maison, donc l'assurance a dû intervenir, etc. Enfin, la salle de bain avait pris un peu l'eau. Heureusement, c'est tu vois, c'est très rare, quoi. Oui, c'est un cas Mais isolé. là, on n'a vraiment pas eu de chance. C'était vraiment localisé sur. T'as l'impression que c'était fait exprès qu'il fallait, bam, la grosse drache sur nous. Après, j'aurais pensé à d'autres anecdotes aussi, mais des anecdotes moins marrantes pour voilà, que les gens se rendent compte que ça reste quand même un métier dangereux. Moi, j'ai un indépendant avec qui je travaille, voilà, il est déjà tombé une fois du toit. Après, c'est un costaud et il a eu de la chance, je pense aussi. Ouais. Il s'en est sorti et voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, faut être conscient. Il y en a d'autres, malheureusement, qui sont tombés. Et, voilà, ça n'a pas pardonné. Et malheureusement, voilà, ils sont plus là. C'est juste pour que les gens se rendent compte que ça reste un métier dangereux. Et aussi, c'est pas pour démotiver, rien du tout, mais il faut faire attention, il faut toujours être prudent, quoi. C'est ça qui compte, en fait. Il faut pas se dire, oh, ça va, j'ai l'habitude. Ça reste un métier dangereux, donc il faut faire attention, il faut penser à tout, surtout d'un point de vue sécurité, Oui, quoi, c'est voilà. ça. Se mettre, Faut pas se mettre en Ouais. danger, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup des échelles de toit, toi. Ça, t'es safe sur une échelle de toit, quoi. Tu peux faire du travail correct et ne pas te mettre en danger, quoi. Voilà, c'est juste... c'est un beau métier, mais c'est un métier qui est un peu risqué, voilà. Ouais. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier physique en extérieur et parfois risqué. Mais mis à part le froid, donc comme on a parlé tout à l'heure, quelles sont pour toi les plus grosses difficultés de ce métier? Ben ouais, moi je te oui, après je vais répéter, mais pour moi c'est le froid. Après c'est physiquement, il m'arrive de me blesser, voilà, c'est quand même usant physiquement. Ouais. Voilà, ça arrive sans. Moi j'ai eu des petits problèmes. Enfin après chaque personne est différente, mais une petite sciatique là qui me revient de temps en temps. Et c'est vrai que c'est exigeant physiquement. Je pense qu'il faut faire attention aussi, aller chez l'ostéopathe régulièrement. Tu vois, c'est comme quand tu fais le 31 de ta voiture, ben, L'entretien des 10 000. l'ostéopathe, c'est ça, c'est vraiment entretien du corps, quoi. Ouais. Puis être attentif, être attentif si tu as la moindre douleur ou quoi, oui, ça peut vite t'ennuyer et après tu es obligé de te reposer. Donc si c'est possible, autant
faire attention et prendre soin de soi, prendre soin de son corps, c'est très important parce que voilà, le premier outil d'un indépendant dans le manuel, c'est son corps. C'est son Donc, corps, ouais. si le corps va, ben, tout va. Donc, c'est ça qui est vraiment très important à prendre en compte. Tout à fait. Et à l'inverse, c'est quoi les moments où tu te dis « Ouais, j'ai fait le bon choix ». Ah, c'est les moments où tu es sur le fêtage, donc tout en haut du toit, et Ouais. tu vois t'as des vues magnifiques. Et à l'inverse, quand t'as fini ton chantier et t'es au sol et tu regardes le toit, c'est un truc de charpentier-couvreur, mais voilà, c'est beau un toit quoi, quand tu fais ce métier. Et quand tu l'as bien fait, ben, c'est Ouais. encore plus beau. Et puis t'es juste fier et tu te dis waouh, tout ce travail. Et puis voilà, tu te dis j'aurais laissé quelque chose de bien fait. Les clients vont en profiter, c'est génial quoi, franchement. Ouais. C'est une belle satisfaction de voir que tout le travail que tu as réalisé, des fois, voilà, on a des chantiers qui peuvent durer 1 mois ou voire plus. Et quand tu vois ça, tu te dis waouh, tout ce que j'ai fait, tout le travail qu'on a fait, et c'est un beau rendu. Les clients sont contents, c'est génial. En plus, t'es payé pour ça, c'est génial. C'est le bonheur. Voilà. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as aussi un parcours universitaire derrière toi. Est-ce que certaines compétences ou réflexes donc, de cette époque te servent encore aujourd'hui dans ton boulot ? Bah, certainement. Moi, j'ai quand même cette chance de pouvoir apprendre rapidement. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça, par rapport à mon parcours. Voilà, on va montrer une fois les choses, ou même m'expliquer une fois les choses, je saurai les refaire. Et j'apprends assez rapidement, c'est ça qui est chouette. Ouais. Et cette compétence-là, c'est vraiment chouette pour apprendre vite. Et puis après, il y a aussi des aspects, on va dire, un peu plus scientifiques. On utilise quand même le théorème de Pythagore. La base. Voilà. Bah, c'est important, il faut quand même vérifier, voilà, si c'est d'équerre, les toits, on regarde si c'est d'équerre, etc. Pour la pose d'ardoise, ce genre de choses, c'est intéressant. Ouais, du coup, les maths, je suppose que c'est super important aussi, quoi. Ah oui, oui. Puis après, il y a tout ce qui est calcul de charpente. Calcul de charpente, donc il faut voir faut pas mettre n'importe quelle poutre n'importe où. En fonction des portées, il faut calculer. Voilà. Sinon, tout s'effondre. Donc, vaut mieux pas déconner. Il y a de la trigonométrie, quoi. Il y a beaucoup d'angles aussi en charpente. Donc, il y a beaucoup de coupes de bois en angle. Ouais, franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis la visualisation des choses aussi à l'avance, tu vois, de dire, ah, ça peut être comme ça, imaginer dans sa tête les différentes solutions, tu vois, ce que j'étais déjà amené à faire à l'université, Ah oui. quoi. Voilà, c'est l'aspect plus théorique et arriver à imaginer comment on pourrait faire ça, les différentes solutions pour le faire. Et c'est chouette, quoi. Et voilà, donc oui, ça m'a clairement aidé. Et puis les études, si les gens ont la possibilité d'en faire, je trouve que c'est une belle étape de vie. On apprend aussi à être plus indépendant, à se détacher de ses parents, Ouais. et tout en douceur, quoi, parce qu'on a le temps de... Je veux dire, moi j'ai eu 6 ans pour me décrocher petit à petit de mes parents et dire là, après, maintenant c'est bon. Je peux devenir adulte, tu vois ce que je veux dire. Ça laisse plus La de temps transition, pour évoluer, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un aspect du métier auquel tu ne t'attendais pas avant de commencer ? Oui, c'est tout ce qu'il y a avant le travail manuel, quoi. C'est énormément de préparation, c'est faire des plans, c'est faire des devis, donc calculer tout ce qui est matériaux. C'est beaucoup de réflexion et beaucoup de travail. Ce qu'on n'imagine pas, c'est ça, en fait. On se dit, l'indépendant, il arrive la journée et il fait son travail manuel, et puis voilà, c'est tout. Ben non. Il y a énormément de travail en amont. Il y a aussi le travail administratif, Oui. qui après peut être fait en partie par un comptable. Ben, le comptable, il faut aussi le payer. Mais il y a beaucoup de boulot, en fait. Faut pas penser que voilà, l'indépendant, manuel, c'est que du manuel. Il y a aussi beaucoup de réflexion. Et c'est ça qui est très intéressant, quoi. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, quoi. Ouais. Alors, si quelqu'un nous écoute et hésiterait à changer totalement de voie comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, je me dis que en fait,
tout est possible, quoi. Il ne faut pas se mettre de barrières. Si on a envie de quelque chose, il faut mettre toutes les choses en place pour y arriver, quoi. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de barrière. Et puis, il faut écouter aussi son cœur, quoi. Voilà, c'est un peu con de le dire, mais on a tendance à trop réfléchir et voilà, faut se dire, certaines personnes ne se sentent pas bien dans certains boulots, ben, à un moment, il faut se dire, ben, ça peut plus durer, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Moi, je t'avoue que le fait d'être dehors, déjà, c'est une chance pour moi, ça. Oui. Toi, d'être en extérieur, je pourrais pas rester enfermé. Donc, du coup, le boulot d'indépendant et encore plus sur les toits, là, on est tout le temps dehors. Donc, pour moi, c'est parfait, quoi. Oui. C'est ça, c'est arriver à trouver vraiment ce qui te fait du bien dans le travail, quoi. Parce que le travail, des fois, c'est dur, t'as pas envie d'y aller. Mais si si tu essayes de concentrer un maximum de choses qui te font du bien dans ton travail, ben, c'est déjà une grande chose de gagner, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il faut pas se mettre de barrières. Et si on a envie de se lancer dans quelque chose de différent, de changer de voie, je pense qu'il faut y aller. Après, sinon, on a des regrets. Et je pense qu'il faut pas avoir de regrets. Donc, faut pas hésiter. Si vous avez envie de changer de voie, allez-y. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a une idée reçue sur les métiers manuels ou sur les artisans que tu aimerais casser ici, aujourd'hui? Eh ben justement, l'idée reçue que, j'en ai déjà parlé auparavant, hein, que c'est l'indépendant manuel, c'est beaucoup de manuels, parce qu'au début, en fait, j'ai rencontré différentes personnes, donc j'aurais dit, voilà, ils savaient que j'avais fait la géologie. Et puis là, je leur dis que je suis indépendant, que je travaille dans le manuel. Et eux, ils disent, toi, un peu déçu, déçu parce que moi, j'ai pas trop compris pourquoi. En vrai, voilà, je trouve, il n'y a pas à dénigrer le boulot d'indépendant, Ouais. tu vois. Moi, je trouve ça triste, en fait. C'est tellement intéressant, tellement aussi challengeant d'un point de vue intellectuel, comme je te l'ai dit, tu vois. C'est faire des plans, c'est pas simple, c'est prendre des mesures, c'est trouver des solutions à des problèmes qui des fois sont compliqués. Donc ouais, c'est très challengeant et c'est pas juste aller travailler manuellement, quoi. Les indépendants sont aussi des personnes très intelligentes et très réfléchies. Faut pas croire, hein, c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs là, moi voilà, c'est un peu il y en a un indépendant avec qui je travaille qui est un peu on va dire mon mentor, qui lui justement est à fond dans la réflexion et il m'a toujours dit d'abord tu observes, première chose, tu observes. Deuxième chose, tu réfléchis. Et troisième chose, tu agis seulement, tu vois. Donc ça montre bien à quel point, tu vois, il faut pas, c'est pas l'indépendant qui est bourru qui va aller dire, il y a beaucoup de réflexion derrière. Ouais. Et c'est très intéressant pour les gens aussi qui ont un cerveau, qui ont envie de faire fonctionner leur cerveau et voilà, d'avoir des challenges, c'est aussi intéressant. Et puis en plus, tu es ton propre patron. Donc ça, si tu as envie d'être indépendant, c'est top. Hein. Ouais. Voilà. Eh bien, merci Geoffrey pour ce partage sans filtre, ce parcours plein de virages et de sens. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode du Broadcast. Alors, petite info en plus, donc comme disait Geoffrey, il chante aussi. Donc Geoffrey fait également de la musique. Vous retrouverez en description un lien vers son ancien groupe Funcaster avec 2 albums à découvrir. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à laisser un petit avis ou un commentaire. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut! Salut!